pas rester uniquement sur un aspect purement légal. Mmh mh. Voilà, l'objet du point, c'est vraiment de vous présenter la réglementation, la protection des données de santé en tant que professionnel de santé, en tant que psychologue clinicien, mais d'un point de vue actif, d'un point de vue pratique et de s'écarter au maximum de la pure, de la pure théorie puisqu'elle ne vous intéressera pas. Donc on sera bien dans une dynamique pratique et comme on le disait avant en introduction, mais tout le monde, où les gens étaient vous étiez encore en train de tous arriver, c'est un format relativement court qui est sur une pause déjeuner. Donc je vais respecter ce format et essayer d'être le plus concis possible, même si le sujet peut être très, très large et je pense que vous aurez une tonne de questions. Donc afin de respecter ce délai, même si je préfère un format plus dynamique habituellement, eh bien, je vous invite à écrire et Apolline, merci d'ouvrir, avec le premier message, vous étiez en lecteur, donc vous ne pouviez pas laisser des messages ou commenter. Maintenant, c'est possible et j'essaierai d'y revenir, par la suite dessus, même si, quitte à déborder, parce qu'on a prévu jusqu'à 13h, donc je prendrai, potentiellement, du temps, en plus pour celles et ceux qui veulent rester afin, d'y répondre ou de, poursuivre, le plaisir en échangeant ensemble sur, ces sujets. Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Je vais, me remettre sur la présentation et donc le sujet, donc c'est le, RGPD santé, donc le règlement général sur la protection des données et notamment spécifiquement sur le cadre santé. Donc, l'enjeu aujourd'hui pour vous en tant que psychologue en libéral, mais évidemment tout ce qu'on va voir aujourd'hui, si vous n'êtes pas en libéral, si vous comptez être en libéral, si vous êtes à temps très partiel en libéral et que vous êtes en activité principalement en structure en salariat, ça vaut également, bien, entendu. Et si vous n'êtes pas psychologue, eh bien évidemment, ça vaut aussi, pour vous si vous êtes un autre professionnel de santé, et que vous exercez une profession, en tant que diplôme d'État reconnu par le ministère de la Santé ou de la Recherche. Donc voilà, les interventions comme celle-ci, j'en fais, régulièrement. Ici, c'était, voilà, celle, en orthophonie, la salpêtrière, chez les orthophonistes qui venaient se diplômer. Donc c'est une intervention que je fais, en université, en école, en partenariat avec des fédérations, de psychologie, d'orthophonie et cetera. Moi, je m'appelle Florian, je suis donc, le fondateur de, Docorga, qui est aujourd'hui en fait le leader en termes de gestion de patientèle et on est spécialisé dans les professions de la rééducation et de la santé mentale et spécifiquement et même exclusivement pour les professions réglementées, diplôme d'État, je le précise ici, notamment en psychologie ou pour de nombreux patients, même de professionnels, certains se nomment ou se disent psychologues ou psychologues cliniciens alors qu'ils sont coachs depuis 3 semaines. Je ne suis pas contre cette profession, mais en termes réglementaires, c'est complètement différent. En termes de métier, ça l'est également. Et nous, on se tâche de voilà d'accompagner exclusivement les professionnels qui sont rattachés donc au ministère de la Santé, au ministère de la Recherche, puisque en termes de métier, en termes de besoins, en termes de réglementation, c'est tout à fait différent. Donc nous, ça fait 9 ans qu'on existe, bientôt 10. On équipe entre 6 et 7 000 professionnels de santé, donc parmi des psychomotriciens, des ergothérapeutes, orthophonistes et psychologues, psychologues cliniciens, neuropsy. C'est vraiment notre cœur d'activité. J'ai lancé Docorga il y a donc 9 ans pour mon frère qui est lui-même psychomotricien en libéral et aujourd'hui on est leader sur ce marché, bien devant Doctolib pour ceux qui connaissent Doctolib plus que Docorga, j'imagine. On est 13 et voilà, on est assez bien suivi et on a une communauté très fédérée, très soudée autour de notre mission et des tâches qu'on fait. Et dans notre métier, évidemment, vu qu'on traite de la donnée de santé, on s'est spécialisé, on est un peu l'échelle de proue sur tout ce qui est en matière de données de santé et on essaie tant que possible de d'éduquer ou de voilà de faire tout ce que nous on apprend aussi sur le sujet au fil de l'eau, de vous informer, mais de la façon la plus pratique possible. Et dans notre métier, évidemment, vu qu'on traite de la donnée santé, on est évidemment sécurisé. Et comment faites-vous sur de l'organisation, vous êtes sujet à ces thématiques? Bah, c'est quand vous envoyez des messages, quand vous communiquez avec vos patients, quand vous collectez de la donnée et que vous faites des fiches, des dossiers patients, quand vous gérez de l'agenda, quand vous faites du stockage.
Donc, voilà, pour dégrossir le sujet, c'est des sujets évidemment qu'on traite en tant que gestionnaire de patientèle, mais que vous traitez également avec vos propres outils ou bien avec Docorga ou un autre outil, actuellement. Donc très concrètement, on parle, de ça. Voilà, je rentre dans le sujet, donc qui est, le règlement sur la protection des données de santé, mais pour, donner un poil de contexte. Aujourd'hui, c'est qu'il y a, le sujet, je vais l'édulcorer ou en tout cas lui donner du contexte avec notamment la thématique, et le contexte de numérique en santé. Le règlement sur la protection des données de santé est valable et applicable pour toute personne qui, aujourd'hui, serait encore complètement sur papier. Donc si vous n'êtes pas un adepte ou pas équipé ou que vous comptez pas du tout être équipé, d'un point de vue numérique, ça vaut également pour vous. Mais évidemment, aujourd'hui, en fait, j'aborde rapidement le contexte numérique puisque c'est quand on parle de numérique que ça devient, d'autant plus intéressant. Donc pour introduire, aujourd'hui, on est dans un contexte de plan relance, du président de la République, donc notamment avec France 2030, avec tout un tas de sujets d'investissement qui ont été mis en place. France, 2030, c'est un budget de 54 milliards qui a été mis sur la table et qui investissent et qui est sur des sujets, stratégiques. Je crois qu'il y en a 8. Dedans, évidemment, il y a le numérique, en santé et ce qu'on appellera donc Ségur numérique. Et numérique en santé, c'est un budget de 2 milliards qui a été mis, sur la table afin de faire en fait de la France et des différentes filières stratégiques, des points sur lesquels la France, demain, aujourd'hui, après-demain, sera, leader mondial. Et donc le numérique en santé est évidemment un sujet. Et le numérique en santé doit être évidemment réglementé, comme d'autres pratiques quand c'est pas en numérique, et notamment par des règles comme le règlement sur la protection des données de santé. Donc, si vous le souhaitez ou si vous le souhaitez pas, de toute façon, vous serez, dedans. Et l'objectif est de j'ai remis exactement ce qui est écrit, vous le voyez en bas de la slide, généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels et usagers pour mieux soigner et accompagner. Vous en entendez parler certainement en tant que patient, et peut-être pas en tant que professionnel de santé, mais un des usages, un des gros sujets donc du numérique en santé, c'est qu'on puisse, tous avoir un, dossier unique informatisé, un DUI, qui a porté plein de noms, mais qui en réalité nous permet, nous, en tant qu'individus, d'avoir un dossier qu'on puisse, heu, consulter, sur lequel viennent s'agréger tout un tas de données de santé lorsqu'on va chez le psychologue clinicien, qui soit salarié, donc en structure en libéral, que demain on aille faire des analyses de sang, qu'on aille faire des radios, qu'on aille à l'hôpital, qu'on déménage. En fait, les enjeux, c'est qu'on puisse effectivement avoir tout un dossier numérique qui nous suive et qui nous permette en fait de faciliter les échanges de données, la communication et aussi d'améliorer la précision de notre suivi. Et je pense que c'est un enjeu, numérique, mais pour vous aussi très pratique, qu'on soit pour, qu'on soit contre, que ça soulève tout un tas de sujets de protection de la donnée, du droit au regard, et cetera, de certains professionnels. Mais hier soir, j'en parlais notamment avec un psychiatre du principe de comorbidité, de savoir en fait qu'en réalité, s'il y a 2 diagnostics qui ont été posés, l'un peut annuler l'autre. Eh bien, il arrive souvent que, des professionnels, vous, mais orthophonie, psychomotriciens, ne soient pas au courant des autres, bilans qui ont été faits par d'autres professionnels. Et si vous aviez ne serait-ce que l'ensemble des informations faites par les autres professionnels, ne serait-ce que les diagnostics qui ont été posés, eh bien, ça pourrait, largement vous avantager ou, préciser ou aller plus vite dans la prise en charge, et notamment dans un contexte où on essaie d'avoir des prises en charge les plus précoces possibles. Donc ça a été labellisé sous DMP, ça a été renommé Mon Espace Santé. Et donc, là, vous allez participer de plus en plus à tout ça. Donc, autant en fait bien informer sur vos droits, sur vos obligations et également en fait les tenants aboutissants pour la médecine, de façon, générale. Hem, vous allez être vous étiez et si vous n'êtes pas au courant de tout ça, c'est normal parce qu'en fait, il y avait un biais jusqu'à présent ou en tout cas une locomotive à 2 vitesses. Les médecins, ou les professionnels conventionnés qui étaient à peu près au courant de tout,
puisqu'ils étaient dans la locomotive depuis très longtemps, notamment MS Santé en termes de messagerie sécurisée qui a été imposée en février, je crois, 2021 aux orthophonistes, aux médecins généralistes, tous les professionnels conventionnés et les autres qui n'étaient pas encore intégrés dedans. Donc, d'un point de vue purement réglementaire, il y a peut-être des choses que vous avez vues passer à titre personnel ou professionnel, c'est que vous avez, si vous êtes en libéral, un numéro ADELI, et ce numéro ADELI va être remplacé par un numéro de répertoire partagé des professionnels de santé, qui est le numéro RPPS, qui est déjà attribué en fait à tout un tas de professions. Et il y a une migration, une bascule qui est en cours pour toutes les professions que j'ai listées. Ça a eu lieu cette année. Vous, en fait, ça va être en 2024. Vous êtes dans la troisième étape, donc profession de l'appareillage. Et j'ai mis en gras psychologue. Les avantages, c'est que vous allez pouvoir en fait rentrer dans tous les outils dont je viens de parler. Vous allez avoir accès à MS Santé, vous allez avoir une carte ICPS, vous allez avoir un numéro unique et pérenne. Ça, c'est l'avantage par rapport à un numéro ADELI. Si vous exercez à un endroit dans un département, eh bien, en fait, demain, vous changez de département, vous êtes dans deux départements, vous avez deux cabinets, on va dire, dans deux départements, parce que vous êtes au limitrophe, eh bien, vous devez avoir deux numéros ADELI, ce qui est plutôt gênant. Et en termes de base, voilà, ça, c'est un premier sujet. Si vous l'avez vu, vous vous êtes dit, bon, bah, quoi ça sert, je comprends pas trop. Bah, en fait, c'est pour vous brancher sur tous les outils numériques et sur tous les défis que je vous ai énoncés tout à l'heure. Ce que je vais vous présenter, hop, non, hop, les enjeux de big data. Donc, pour rentrer sur la pratique, alors j'ai une question, c'est pas gênant si votre numéro DELI continue à apparaître sur nos factures? Non, vous allez de toute façon informer sur le numéro DELI. Il n'y a pas de sujet. De toute façon, vous allez avoir une transition et pendant un temps, vous allez avoir les deux. Et ce qui va vraiment changer, c'est pour ceux il y a un temps de transition. Pour ceux qui s'installent en revanche à posteriori de la bascule, eux vont avoir que un numéro RPPS et pas de numéro DELI, mais ceux qui ont déjà un numéro DELI, il va y avoir voilà, un temps de transition, vous aurez les deux. Pas d'alerte particulière maintenant. Et je viens peut-être en amont des annonces du gouvernement, parce que certains d'entre vous, et je pense que la majorité, sont même pas encore au courant de ce sujet, mais ça va bientôt être communiqué. Pour les enjeux, en fait, de quoi on parle aujourd'hui en termes de protection de données de santé, c'est que euh, évidemment, il y a la réglementation. Je vous ai promis une présentation qui est la plus pratique possible. Donc, en termes de données en masse, big data, c'est le fait qu'aujourd'hui, lorsque vous mettez de la donnée sur des gros acteurs, les GAFAM que j'ai cités, dont vous reconnaîtrez le logo là, c'est que ils vont traiter, brasser votre donnée et automatiquement, en fait, en faire des choses assez utiles ou malveillantes. Mais on va dire, pour le moment, je vais avoir une approche plutôt optimiste, c'est malveillant, non intentionnel. Je vous donne un exemple. Ou un exemple de mon frère, par exemple, avant qu'il s'équipe de Docorga, c'est que il avait les numéros de téléphone de ses patients sur son portable. Il devait avoir fait un Facebook Connect et ayant mélangé un peu toute la donnée entre le pro, le perso, qui est souvent le cas des professionnels de santé en libéral qu'on fréquente et un peu moins en structure, mais ça peut arriver. Eh bien, il avait des suggestions. Facebook lui suggérait donc des patients en tant qu'amis. Alors, évidemment, c'est pas l'enjeu, et c'est là, c'est votre point de vigilance que je mets maintenant. On ne parle pas, pour être caricatural, désolé, d'un petit Chinois qui est en train de lire vos comptes rendus de bilan, de lire vos comptes, vos mails. C'est pas ça le sujet, c'est du brassage en masse des données. Et en fait, des grands acteurs ou des acteurs qui, pour vous aider, trouvent pertinent de vous suggérer des choses qui correspondent à votre profil. Donc là, en fait, c'est plutôt bienveillant, c'est dire, bah, oh, on voit ou on détecte que tel patient, vous l'avez dans votre base de données, dans votre portable, etc. On va vous le suggérer sur Facebook, c'est peut-être des gens que vous connaissez, donc ça vous permet de créer votre réseau. Mais tout ça appliqué au secteur de la santé, en fait, c'est un peu étrange. Demain, sur les usages un peu étranges aussi, on pourrait se dire, bah, vous allez envoyer un compte rendu bilan par mail sur Gmail à un patient, dedans des robots analysent la donnée et vous, en fait, un diagnostic ou un projet thérapeutique, des données sur l'anamnèse, le contexte, et dire, ah bah en fait, c'est une personne qui a ça, 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 ok, bah on va lui proposer ça comme pub, on va lui suggérer telle chose lorsqu'il navigue sur Internet. Et évidemment, en fait, c'est totalement automatique. Donc, vous, que vous soyez dans une structure, que vous soyez en libéral, l'idée, c'est pas de faire des choses parce que vous êtes contraint, et je n'appuierai pas sur ce sujet, c'est de faire des choses parce qu'en fait,
si vous déversez l'information malgré vous ou intentionnellement sur des mauvais outils, eh bien, en fait, le mal est fait, entre guillemets, directement, parce que derrière, ça passe dans des moulinettes avec du brassage de données et d'intelligence artificielle et d'autres applications très concrètes comme celle que je viens de vous donner. Euh, donc, le RGPD a un fonctionnement général. Vous en avez certainement entendu parler, vous, à titre perso, puisque c'est quelque chose qui est arrivé en mai 2018 et qui s'applique à tout le monde pour essayer, en fait, de dire qu'est-ce que de la donnée globale, hein, le données que vous soyez inscrit dans une association d'escrime, de basketball, je sais pas quoi, bah, en fait, l'association, lorsqu'elle collecte de la donnée sur vous, a des obligations, a des droits. Mais là, le cadre qui nous intéresse, c'est le cadre spécifique à la donnée de santé, qui fait partie en fait des grandes familles de données dites sensibles, données raciales, politiques, santé et d'autres, et qui ont, au vu de la réglementation, en fait, des mesures plus spécifiques, plus drastiques pour les protéger, afin d'éviter des usages comme je viens de vous le donner. Donc, certains outils vous diront oui, je suis conforme à RGPD, mais le sujet, c'est pas ça, c'est de dire oui, mais dans quelle mesure tu appliques en fait les surcouches spécifiques à la donnée de santé. Et c'est de ça, en fait, c'est sur ce point que je vais vous sensibiliser. En tant que psychologue, vous êtes, alors il y a une petite en fait surcouche un peu qui peut poser question ou créer des débats, c'est qu'en fait, vous êtes vous en tant que psychologue clinicien rattaché au ministère de la Recherche et non pas au ministère de la Santé. Et donc, en fait, certains se disent, ah, mais vu que je ne suis pas rattaché au ministère de la Santé, en fait, ça ne s'applique pas à moi. Mais bien entendu que si, puisqu'une donnée, les données que vous brassez, vous êtes les premiers à être conscient que ça reste de la donnée sensible. Donc, même si ce sujet fait débat, de toute façon, à titre de conscience professionnelle, évidemment, en fait, qu'il faut apporter un soin particulier à tout ça. Et si vous êtes ici présent à la formation, j'imagine que c'est un sujet qui, en tout cas, vous interpelle. Et je suis sûr que vous le ferez en votre âme et conscience de bien appliquer les bonnes choses. Donc aujourd'hui, c'est la CNIL, la ZIP Santé qui sont garants au niveau européen, parce que c'est une réglementation européenne, d'apporter le cadre, le respect et de former à ce sujet en France. Donc on va parler euh, de collecte d'informations et d'archivage, de partage. J'ai tout simplement pris des textes ou des petits extraits de sources CNIL, comme ça au moins on pose les bases. C'est donc la collecte. Donc les données que vous collectez sur le patient doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est strictement nécessaire à la prise en charge du patient au titre des activités de prévention et de diagnostic et de soins. Et j'aime bien l'exemple, parce que notamment en psychologie, c'est pas forcément adapté. Ils disent, à titre d'exemple, la collecte d'informations sur la vie familiale d'un patient n'est en principe pas appropriée. Bon, vous savez que en fait, ça s'adapte pas du tout pour vous, parce qu'en fait, évidemment que quelqu'un qui va faire une analyse biologique, une prise de sang, et évidemment en fait que la famille, bon, quoique en fait, des tests d'allergie et autres, il faut aller forcément plus loin. Mais vous, évidemment, quand vous voyez en fait le contexte familial, ça a beaucoup d'implications sur le patient. Donc évidemment que vous avez le droit d'aller collecter de la donnée euh, tant qu'en fait ça sert votre mission. Et vous voyez, j'aime bien en fait prendre des textes parce que vous voyez que non plus c'est pas strict. Le cadre est quand même large. On vous laisse la souplesse de dire bah, collectez ce dont vous avez besoin, mais encore faut-il que ça soit nécessaire. Bien qu'en fait vous soyez obligé d'aller plus loin sur la collecte que le strict protocole santé et médical ou plus loin que le diagnostic. Évidemment, parler de politique, je pense pas que ça change grand-chose à votre suivi. Donc, par exemple, là, ça pourrait être de la donnée qui est erronée que vous ne devez pas collecter sur votre patient. Au niveau du partage, donc c'est pareil, vous devez limiter l'accès aux données de santé de vos patients seulement et strictement aux personnes qui sont dans le cadre du soin du patient et limiter en fait selon le degré d'information dont la personne a nécessaire dans ses missions.
Donc vous voyez en fait qu'encore là, c'est un contexte, une réglementation qui est assez large et qui vous donne en fait la souplesse de le faire en bonne conscience, en bonne intelligence, le partage. Parce que ça, c'est des sujets en fait qui sont souvent posés sur la table en disant mais qu'est-ce qu'on a le droit de partager, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de partager. En réalité, si c'est pertinent, vous avez le droit de partager. Si, par exemple, vous avez recruté, l'exemple est plutôt bon ici, si vous êtes dans un établissement de santé ou si vous-même vous travaillez avec une secrétaire médicale, eh bien, il n'y a pas le droit ou le droit, il y a OK. La question, c'est vous faites votre propre audit, interne, vous dites: «Mais que fait cette personne-là?» OK, elle fait juste de la gestion de rendez-vous. Bah, elle a le droit d'accéder à mon agenda, ça me paraît naturel. Elle partage ou elle envoie les bilans, bah, c'est normal qu'elle accède au bilan. Voilà, c'est à vous-même, en fait, de faire l'audit et de dire: «Bah, en fait, je vais segmenter les informations et les partager, en fait, exclusivement en fonction de son rôle et de ne pas aller au-delà» et vous pouvez faire le même audit, que vous soyez en établissement, que vous soyez en salariat, que vous soyez en libéral, c'est la même chose et vous avez le droit de le partager du moment que ça sert le patient et que ça ne va pas au-delà, en fait, du champ d'intervention de la personne avec laquelle vous travaillez. Évidemment, c'est évidemment que dans un contexte, de travail de soins, vous n'allez pas le partager en disant: «Ah, à la terre entière, le dossier médical de la patie du patient», bah, sans raison. C'est aussi simple que ça, d'un point de vue réglementaire. Donc à vous de travailler en bonne intelligence. L'archivage, c'est un sujet qui est beaucoup moins connu. Donc, il y a un cadre. En fonction des types de données collectées, en fonction des acteurs, il va y avoir en fait une obligation de stockage, d'archivage de la donnée. Et avec le contexte que je vous ai donné tout à l'heure, bah, vous comprenez, c'est que la réglementation vise à vous permettre d'exercer, donc collecter la donnée et l'archiver, c'est pertinent pour vous. Mais dans une logique où on essaie en fait de stocker la donnée pour en fait avoir une réutilisation par la suite dans un cadre de dossier numérique partagé, vous comprenez en fait les implications et les tenants aboutissants. Donc, c'est pas que pour vous, vous archivez la donnée, c'est aussi pour le patient, s'il a besoin d'avoir des informations, ou potentiellement d'autres professionnels de santé qui, a posteriori, aimeraient bien avoir l'historique du dossier patient. Et vous êtes dans une obligation en fait de conserver la donnée sur un total de 20 ans. Donc 5 ans, ils disent en fait en base actif. Donc concrètement, c'est pouvoir y accéder rapidement. Donc peut-être de l'archivage directement sur dans votre bureau, dans votre salle de constatation, voilà, rapidement accessible. Et 15 ans, base non active, base intermédiaire pour le non technique. C'est-à-dire, par exemple, concrètement, vous avez votre format papier, vous l'avez mis dans une cave, vous l'avez mis dans un endroit où vous dites: «Ah bah, très bien, j'irai chercher dans mes archives», heu et vous pouvez revenir sous 48 heures, avec la personne. À savoir, il y a un petit sujet de précision. Pour les patients mineurs, le délai de conservation, est jusqu'à ses 28 ans. Voilà. Si vous consultez une personne qui a 5, 6 ans, 7 ans, bah, en fait, c'est plus que 20 ans que vous allez devoir conserver la donnée, c'est 21 ans. Par exemple, si c'est 7 ans, voilà, c'est les 20 ans, c'est si en fait, du coup, bah, à partir donc de 8 ans, ça fait bien 20 ans. Et à partir de 9 ans, bah, c'est encore 20 ans, c'est 29 ans. Voilà, j'imagine que vous avez compris, la logique. Hem, alors je voyais Agatha Meyer sur le contexte, est-ce que nous sommes médicaux, ni paramédicaux, ces obligations s'appliquent-elles vraiment à nous autres psychologues? C'est le point que je donnais tout à l'heure, c'est qu'évidemment vous êtes rattaché au ministère de la, recherche et non pas donc ministère de, la santé. Mais oui, ça s'applique à vous et ça ne fait pas, débat, du tout. Vous traitez quand même de la donnée de santé comme elle s'applique aux psychomotriciens, aux ergothérapeutes, même si on pouvait avoir le même débat, bien sûr. Après, vous pourriez vous dire: «Ah bah non, en fait, du coup, on n'est pas rattaché au ministère de la santé». Mais comme je vous l'ai montré, vous êtes comme quand même dans les petits papiers, vous êtes bien dans la liste des professionnels de santé qui vont être rattachés au RPPS et qui vont avoir accès à tous les dispositifs dont je parlais. Donc vous n'êtes pas oubliés, pour autant, heu, vis-à-vis, en fait, du ministère de la santé. Vous allez être mis dans le pipe des gens qui vont avoir accès au DMP. Donc à ce titre, vous n'avez pas été oublié et ce dont je vous parle, ça vous concerne bien. L'accord des patients, donc c'est encore un sujet. Est-ce qu'on est obligé de collecter systématiquement
l'accord du patient dans, le cadre donc des soins qu'on apporte et cetera et cetera. Avant mai 2018, vous étiez obligé d'avoir une trace écrite d'accord. Je suis d'accord pour collecter la donnée de santé, que vous collectiez la donnée de santé. Aujourd'hui, ouais, depuis mai 2018, ça a été supprimé. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé, en fait, de recueillir l'accord. Vous avez une obligation d'information. Donc souvent, ça peut se faire sous format d'un panneau informatique dans la salle d'attente qui dit: «Au titre des séances de soins de psychologie, que, je vous, propose, je collecte de la donnée de santé que je vais, stocker sur tel outil qui est bien réglementaire» et cetera et cetera. Voilà. Ça simplifie quand même les procédures, mais de toute façon, heu à chaque fois, bon là, on le fait de manière un peu moins interactive étant donné le temps, qui nous est compté. Mais, j'aime bien et je m'amuse souvent à poser la question à des cours sur: est-ce que vous-même, en tant que patient, on vous a déjà demandé votre accord quand vous allez chez un médecin avant mai 2018 de collecter la donnée? J'ai jamais eu encore, je crois, une personne qui m'a dit: «Oui, oui, mon médecin m'avait donné mon accord, il m'a fait signer une décharge». Tout simplement, personne ne le faisait, alors que l'obligation était déjà présente, donc ça a été assoupli pour que ça soit plus pratique. Vous aviez aussi en fait, avant, des déclarations, des démarches à faire auprès de la CNIL. Ce n'est plus en fait, nécessaire et même d'ailleurs, si vous utilisez un logiciel de santé, on le fait, pour vous. Donc là, pas de sujet. Je parle des choses donc en termes de déclarations qui n'ont plus lieu parce que, bien que ça fasse maintenant 5 ans que le RGPD soit passé, j'entends encore beaucoup de gens qui disent: «Si, si, c'est obligatoire», mais évidemment, ils ne sont pas actualisés dans leur démarche d'information, d'où la formation que je vous dispense aujourd'hui. Non, non, c'est plus obligatoire, vous n'avez plus besoin de faire ça et si vous en entendez parler, eh bien, ça veut dire que ce sont des datas qui sont des données ou des pratiques, d'avant. Je pense, notamment, il y a un cours sur le RGPD que j'ai donné à des orthophonistes il n'y a pas si longtemps que ça, où en fait une personne avait son dossier patient et dans chaque, en en-tête du dossier du patient qu'elle avait en format papier, avait la décharge signée, ce qui est quand même assez chronophage, mais c'était une pratique d'avant et donc du coup, c'est une chose qu'elle n'avait plus besoin de faire. Euh, Ensuite, papier. Donc là, en fait, je vois une question, j'en profite hein, quand je peux. Faut-il garder tous les protocoles papier? En fait, il faut tout garder, tant qu'en fait, c'est des dossiers, qui sont intéressants, pour le patient. Je connais pas tous les protocoles, je connais pas toutes les choses, mais, dès lors, en fait, que c'est utile pour le patient et pour vous, par la suite, eh bien ou pour d'autres professionnels de santé, bah, il faut le garder à titre, informatif ou, au cas où. Donc, dans ce cadre-là, j'avais bien précisé que j'ai beaucoup parlé de numérique, mais ça ne s'applique pas qu'au numérique. Vous avez le droit d'utiliser encore le papier, il y a aucun souci, personne ne vous impose d'utiliser, des outils digitaux. Mais en revanche, le cadre, il s'impose à vous, que vous utilisiez le papier ou non. Pour le papier, l'avantage, c'est que, bah, il y en a plein, c'est pratique d'accès, vous avez ça sous les yeux, ça peut être pratique pour vous parce que vous aimez travailler sur le papier, vous aimez bien avoir les 2. Il y a des gens qui sont des amoureux du papier, il y a aucun souci, vous pouvez utiliser le papier. En revanche, en termes de délai d'archivage, c'est là que ça devient contraignant. Vous devez, archiver la donnée durant 20 ans, donc en papier. Ça en fait du patient, bien que, vous êtes pas des médecins généralistes qui voyaient en fait des milliers de patients. Vous êtes quand même comme tous ceux avec qui on a l'habitude de travailler, vous avez un suivi régulier avec, un nombre limité de patients, donc ça reste encore faisable. Donc si vous êtes en capacité de le faire, il y a aucun souci, vous pouvez faire tout papier et rester là-dessus, du moment que vous, heu, gardez l'information et vous êtes en mesure de la garder et d'y accéder rapidement. C'est la principale contrainte que je vois, au papier. La seconde, c'est, bah, évidemment, en fait, aller chercher une information dans un dossier que vous suivez plus depuis très longtemps et vous y remettre, bah, faut feuilleter. Si vous êtes, à l'aise, avec ça, il y a aucun souci. Je sais que dans les jeunes générations, un petit contrôle F, pour chercher un mot sur un outil numérique ou une feuille, c'est quand même plus simple pour corriger. Voilà, bref, ça dépend des goûts et couleurs. Je ne rentre pas dans ce débat. C'est vraiment de prendre un peu de hauteur et voir dans quelle perspective c'est intéressant de continuer le papier, pour vous dans la réglementation. Aucun sujet.
Dans les autres alternatives, donc vous avez l'ordinateur que je distinguerais en fait de l'ordinateur cloud, l'ordinateur en local. Pour faire la distinction, c'est vous êtes en local lorsque vous utilisez une clé USB. Bah, l'information n'est que sur la clé USB. Quand vous êtes sur un ordinateur, sur un serveur, quand vous êtes sur un qui est exclusivement local, non connecté, donc comme c'est le cas parfois dans des databases de certains centres hospitaliers, dans certaines cliniques qui ont leurs propres serveurs qui sont intégrés, qui sont non connectés. Ça, c'est pour ça que de nombreuses cliniques, de nombreux hôpitaux euh, prennent les devants et en fait font un peu chasse gardée sur leurs données et s'assurent qu'elles ne sont pas externalisées pour des questions de, euh, de conservation de la donnée, de ne pas la partager, il y a aussi des petits défis parfois, des défis en termes de partage ou de non-partage, mais ça, c'est pas les mêmes règles que en cloud quand vous êtes sur Internet, quand vous êtes sur un Drive, un OneNote, un Dropbox, tous les outils en ligne, hein, que vous soyez sur un Internet. Et d'ailleurs, la zone, j'attire votre attention, est de plus en plus floue. Typiquement, comme moi, si vous êtes sur un Mac et que vous le mettez sur ce qu'on appelle le bureau sur Windows, eh bien, en fait, votre bureau, euh, fichier, comme ça s'appelle, eh bien, en fait, c'est synchronisé, totalement synchronisé. C'est-à-dire que vous avez un iPhone, vous avez un Mac, le compte rendu bilan que vous rédigez et que vous déposez, bah, étonnamment, vous allez l'avoir aussi sur l'application qui s'appelle Fichier ou dans votre application, dans votre téléphone, s'il est synchronisé sur le même compte App Store, eh bien, vous l'aurez également sur votre téléphone. Donc, voilà, la notion, la limite, la zone est un peu moins délimitée. Mais pareil, en fait, sur Windows, si vous utilisez la suite Office, que vous rédigez un compte rendu bilan ou quoi que ce soit sur un Word, eh bien, et que vous êtes sur la suite Office 365, eh bien, par défaut, c'est synchronisé sur votre compte Microsoft et notamment dans la partie OneNote, eh bien, ça part directement dans le cloud. Je sais qu'il y a assez peu de gens qui savent le faire. Vous pouvez rentrer dans les paramètres de Microsoft pour désactiver la synchronisation automatique, mais votre donnée, elle est plus sur votre ordinateur. Si vous perdez votre ordinateur, en fait, vous allez vous reconnecter à votre session, à votre compte Microsoft, et vous allez retrouver en fait tous les comptes rendus bilan, alors, qui est pratique, mais qui suppose ou qui pose des questions en termes de mais elle est où ma donnée, elle est stockée par qui, qu'est-ce qu'ils en font. Euh, voilà pour les deux notions, et effectivement, à charge maintenant à moi de challenger cette idée. Excusez-moi, je regarde l'heure parce que j'en ai aucune idée, donc voilà, il est -10. De vous de mettre en fait en relief ce que je viens de vous dire précédemment pour challenger, pour défier en fait la notion que je vous remets, hein, hop, les grandes thématiques de collecte d'informations, d'archivage, de partage, en fonction donc du coup du papier, du local, l'ordinateur, cloud ou local. Local, le problème c'est bah, vous perdez, vous cassez votre ordinateur, bah, vous avez plus accès, perdu en termes de délai d'archivage. C'est quand même, ou même rien que pour vous, hein, sans contrainte, hein, c'est quand même un peu dommage, vous perdez toutes vos données, mais vous savez effectivement qui a ces données. Je sais que par exemple, certains professionnels déclinés, ça arrive assez souvent, ont un ordinateur en local, créent des systèmes de session. Donc en termes de savoir qui a donné accès à la donnée, le point un peu négatif, ce serait bah, si vous partagez un ordinateur avec du monde, bah, faites attention à bien créer des dossiers, à segmenter l'information. D'ailleurs, pour le papier, c'était pareil. Souvent, il y a OK, on est sur papier, c'est bon, mais en fait, dans des cliniques ou dans des salles, il y a des accès open bar, tout le monde peut y accéder. Maintenant, il faut avoir des sortes d'étagères avec des clés. Alors, souvent, il y a les clés, mais les clés, elles sont accessibles par tout le monde, elles sont encore sur la serrure. Bah, ça, il faut mieux structurer la donnée et savoir en fait qui a besoin de quoi et donner des accès. Pareil pour l'ordinateur sous des notions de session. Vous pouvez créer des sessions si vous utilisez un même ordinateur dans une même salle avec plusieurs professionnels de santé, des dossiers, des mots de passe, ça existe aussi. Voilà, il y a tout un tas de choses qui permettent de segmenter et de faire en sorte que la donnée soit partagée strictement aux personnes qui en ont le droit ou l'utilité. En cloud, bah, le sujet, ça va être d'utiliser des bons outils. Et là, je passe directement à la slide suivante, qui est de vous assurer que, à minima, il y a tout un tas de choses, mais on ne va pas rentrer dans les données réglementaires, c'est pas le cas et on n'a pas le temps, que, à minima, l'outil que vous utilisez utilise des hébergeurs agréés données santé.
Ça, c'est l'ancien acronyme, il a été raccourci, c'est hébergeurs données santé. C'est-à-dire des hébergeurs qui respectent toute une charte de protection, de manipulation de la donnée de santé. Et vous retrouvez ces informations assez rapidement. Si vous ne les retrouvez pas, vous les demandez à l'éditeur de savoir où sont stockées ces données. Et c'est ce qui, à minima, on doit faire. Voilà. Et donc, j'en viens du coup à ce que vous imaginiez, c'est que il y a tout un tas d'outils qui sont conformes RGPD, mais qui ne sont pas conformes RGPD santé. Donc, ça vaut pour tous les outils grand public. Stockage, là, je vous ai mis les logos, vous les reconnaîtrez. Il y en a plein d'autres. Le sujet, c'est pas ils sont méchants, c'est des gros, c'est des GAFAM, ils nous piquent nos données, ils la maltraitent, etc. Ils l'utilisent pour des données, on va dire, commerciales. On ne serait pas dans ce sujet de conspiration, de polémique. C'est pas le sujet. C'est tout simplement, en fait, ce sont des outils gratuits, publics, gratuits dans une certaine mesure pour certains, gratuits ad aeternam pour d'autres. Et en fait, bah, ça rentre dans leur business model. Quand vous signez la politique d'utilisation au départ ou d'accès aux outils, bah, vous êtes d'accord en fait sur le fait qu'ils traitent la donnée à des fins statistiques, à des fins commerciales, à des fins de cookies, de revente. C'est leur business model et c'est pas fait pour vous en tant que professionnel de santé. Bien que ça soit, j'en conviens, extrêmement pratique. Parce que dès que vous déversez des informations sur ces données, sur ces logiciels, eh bien, ils en font tout un tas d'usages dont je donnais quelques exemples tout à l'heure. Donc, ils sont bien, et là, à chaque fois, c'est tout la même chose. Mais oui, mais ils sont conformes à RGPD, c'est écrit. Oui, ils sont conformes RGPD, mais pas spécifiques pour le traitement des données de santé. Donc, c'est là où c'est encore plus important que vous ayez un point de vigilance sur ce sujet. Et souvent, bah, par naïveté, par manque d'information, par praticité, vous allez utiliser ces outils, ce qui est plutôt relativement dommage, puisqu'il existe quand même pas mal d'alternatives. Des alternatives dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont, que vous connaissez en structure peut-être, en libéral moins, parce qu'ils n'étaient réservés que soit aux structures, soit aux professionnels de santé conventionnés. MS Santé, c'est une adresse qui a été imposée, qui a été lancée, en fait, bah, pareil, dans le cadre depuis le RGPD par la Sécurité sociale, qui est une adresse que vous voyez souvent utilisée par des médecins, mais potentiellement par des orthophonistes, et dont vous allez beaucoup entendre parler, puisque effectivement, c'est un outil qui sécurise la donnée, mais qui a quand même beaucoup de défauts, puisque en fait, si vous, demain, depuis une adresse Gmail, vous envoyez un message à une adresse MS Santé, ça vous est peut-être déjà arrivé, le professionnel de santé ne verra pas du tout votre message, puisque c'est ce qu'on c'est crypté de bout en bout, ça ne communique qu'avec les outils agréés, et évidemment, ça ne communique pas avec Gmail. Il y a AppyCrypt que vous connaissez peut-être un peu moins, qui a MS Santé après plus pris l'ascendant, mais quand même beaucoup utilisé encore dans des outils, dans des environnements biologiques, etc. Et quand en fait vous échangerez d'informations et qu'on serez branché via votre numéro RPPS, que vous avez une carte e-santé et que vous brancherez en fait tout un tas d'outils comme ça, vous aurez aussi une adresse MS Santé et ces outils vont s'ouvrir à vous. Donc si vous les connaissez pas encore, vous les connaîtrez prochainement. Il y a aussi parce que là j'allais en finir, je vais peut-être même un peu plus vite. Il y a tellement de sujets que j'aimerais aborder avec vous, mais je fais de mon mieux avec le temps qui nous est imparti. Euh, Maintenant, par exemple, MS Santé communique bien avec AppyCrypt. Avant, ça communiquait pas du tout. D'autres types de messages rient que... Ah oui, alors par exemple, si vous dites oui, oui, mais en fait, moi, j'utilise Gmail, mais le compte rendu bilan, je mets un mot de passe. Alors oui, c'est très bien, effectivement, c'est un niveau de sécurité, mais comme je vous dis, en fait, le problème, c'est que Gmail, en fait, c'est pas quelqu'un qui va ouvrir votre document. Alors, il peut y arriver, il peut y avoir des piratages, et effectivement, ça vous protège des piratages, mais en fait, bah, Google rentre dans votre fichier où les robots analysent ce qu'il y a dedans sans mot de passe, hein, vous imaginez bien, c'est pas le sujet. Et en fait, quand vous envoyez, par exemple, une donnée de santé via, allez, votre Gmail à une boîte Outlook de patients ou de professionnels de santé, en fait, là, vous avez juste communiqué l'information à la terre entière, puisqu'il se retrouve dans les serveurs de Google et dans Outlook de Microsoft. Voilà, pour vous donner un petit aperçu de comme quoi ça peut être extrêmement rapide. Il y a d'autres types d'informations et de communication d'informations. Ça peut être, par exemple, vous l'avez tous vu, j'imagine, pendant le Covid, quand vous faisiez un test
de Covid, vous aviez un texto qui vous envoyait un lien. Ce lien vous renvoyait donc vers une interface sécurisée sur laquelle ces données étaient stockées sur des hébergeurs données santé. Et seul vous, avec un mot de passe ou avec votre numéro de téléphone, vous pouviez accéder à la donnée. Donc, c'est aussi des méthodes et vous devez certainement voir ces méthodes-là dans des centres de biologie qui ont fait des analyses de sang, des radios. Ils vous communiquent peut-être une information comme quoi, en fait, c'est bon, vous pouvez y accéder. Ou vous avez peut-être, en fait, une adresse, notamment sur les radios. On vous dit, allez consulter les informations ici. Bah, vous, c'est ces outils-là que vous devez normalement utiliser. Donc, qui étaient jusqu'à présent, en fait, automatiques, exclusivement réservés aux professionnels de santé conventionnés, mais qui vont s'ouvrir à vous. Et nous, en fait, on a répondu à pas mal de choses par anticipation d'Ocorga. Je vais vous le dire, je vais prendre 2 minutes de votre temps là pour vous proposer aussi des solutions gratuites qu'on a à votre disposition, sur le principe d'ailleurs du Covid, dont je parlais tout à l'heure. Pour aller plus loin, donc vous avez en fait le site de la clinique qui est quand même extrêmement bien fait. C'est une ressource officielle. Allez feuilleter là-dessus. S'il y a des débats sur des groupes Facebook, je sais qu'il y en a beaucoup en psychologie ou tout un tas d'autres communautés. Allez challenger, allez poser des questions ici sur le site de la CNIL. Je vous le recommande. Nous, on a créé un guide de 75 pages avec de nombreux professionnels de santé qui ont été co-rédacteurs qu'on a lancé il y a 2 mois et qui vous aide à l'installation libérale. Il y a toute une partie sur le traitement des données de santé, voilà, dont je parlais tout à l'heure. Donc, vous pouvez approfondir ce sujet. Le guide est gratuit. Il suffit juste de vous inscrire sur Docorga, de taper e-book Docorga, vous allez retrouver la page très rapidement. Vous avez tout un tas de ressources qu'on met à votre disposition. Vous avez donc, alors pour rapidement vous présenter Docorga, des outils dont je parlais, messagerie sécurisée, fichier patient, agenda, c'est totalement gratuit, ça vous met en conformité, ça vous assure de ne pas utiliser d'outils gros public, puisque la question qui vient évidemment, c'est bah, mais comment on fait si on peut utiliser un Dropbox, un Drive, etc. Bah, nous, on a essayé de concevoir, pas forcément de façon autant ergonomique, parce qu'on n'a pas des milliers de développeurs que eux, mais au moins, en fait, on a agréé données santé, et il existe plein d'autres outils parmi voilà, les acteurs du marché, mais nous, on est gratuit sur ces points-là. Et notamment l'aspect messagerie sécurisée, c'est le principe que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que vous avez, vous déposez un contrôle bilan, le destinataire reçoit un lien pour récupérer son document sur Docorga, mais on va surtout pas en fait l'envoyer sur Gmail. C'est la personne qui clique sur le lien, retrouve en fait un environnement sécurisé et peut ensuite accéder à l'information. Et c'est compatible avec toutes les adresses, donc Gmail et autres, puisque c'est sécurisé, on renvoie la personne vers un domaine sécurisé. En 3 secondes, ce qu'on fait nous, c'est qu'en fait aujourd'hui, vous pouvez aller plus loin avec des options avancées, donc prise de rendez-vous en ligne, facturation, rappel de rendez-vous à SMS illimité, liste d'attente. On a un pack complet qui fait tout ça sans engagement à 54,90 par mois, et ce qu'utilisent plusieurs milliers de professionnels de santé, comme je vous disais tout à l'heure, chez Docorga. Et notre point de différence, parce que la question souvent qui vient, c'est et quelle est la différence avec un Doctolib? Doctolib, c'est bien si vous avez besoin de référencement, et on vous le recommande, bien que nous, on ait des alternatives à vous proposer avec des partenaires, notamment de sites web, qui font bien ce travail-là. Mais quand même, si vous avez besoin de référencement, il y a Doctolib et des alternatives qu'on peut vous proposer qui sont quand même, qui ont la main basse là-dessus. Nous, on est vraiment sur l'aspect gestion et on équipe souvent des professionnels de santé qui n'ont pas besoin de référencement, qui ont besoin de s'équiper à moindre frais, puisque un Doctolib, c'est 150, 160 euros, uniquement sur l'optimisation de la gestion de leur patientèle existante. Et c'est pour ça qu'on est spécialisé notamment dans les professions que je vous ai citées, qui généralement sont très chargées, mais en revanche ont besoin de s'équiper avec des outils conformes. Voilà, on avait noté notamment l'outil de liste d'attente est assez apprécié par les neuropsys qui sont souvent sous tension, les orthophonistes. On pourra vous présenter son fonctionnement lors d'une démonstration téléphonique, puisqu'on fait des démonstrations gratuites. Voilà, j'ai quand même rogné les bords. J'ai fait ça sous un format sprint, j'en suis désolé. Je peux ouvrir, en fait, je reste là si vous avez des questions, mais au moins pour ceux qui n'avaient que jusqu'à 13h, j'essaie de tenir les délais. Désolé, j'ai dépassé une petite minute. Voilà, Bah, bravo Florian, en tout cas merci beaucoup pour cette présentation. C'était avec super plaisir. imagé, concis et clair. Je pense que toutes les personnes qui ont pu y assister ont
ont dû apprendre beaucoup de choses. Même moi, j'ai appris pas mal de choses ici. En tout cas, j'espère que vous avez pu avoir les informations que vous recherchiez, ceux qui étaient présents. Vous allez recevoir aussi le lien du replay par email de toutes les manières, avec un petit recap. Donc, si jamais vous n'avez pas pu assister au début ou à la fin, peu importe. Donc voilà, en tout cas, vous allez recevoir le lien par email. Et puis nous, on va organiser d'autres live cliniques comme ça, surtout en janvier, février. Peut-être qu'on en refera un avec Doc Orga d'ailleurs sur un autre sujet. On verra comment est-ce qu'on pourra s'organiser. Mais parmi les prochains lives qui vont arriver, on aura par exemple pour les psychomotriciens un live pour l'entretien exploratoire pour des patients TCA par exemple qui sera fait par Lucie Thomas. On aura aussi un live sur le développement cognitif des personnes prématurées, le développement aussi comportemental qui sera fait par Géraldine Maigret. Donc, ça sera plutôt visé neuropsychologue. On aura aussi d'ailleurs des formations sur la réintégration sensorielle. Donc voilà, on a plein de choses qui arrivent. Je vous enverrai les informations par email pour ceux qui sont intéressés. Si vous avez des questions d'ailleurs pour Florian en fonction de tout ce qu'il a pu vous apprendre aujourd'hui, n'hésitez pas. On reste un petit peu connecté pour répondre aux questions. Si vous avez des questions, du coup, on est disponible sur le chat encore 5 minutes, 5-10 minutes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée pour ceux qui ont des rendez-vous qui arrivent. Et voilà. Eh bien, Maïline, je vous enverrai les informations par email pour les prochains live cliniques. Donc voilà. Est-ce que Florian, tu as d'autres choses à ajouter, un petit complément? Alors, je vois quelques questions passées. Il y a Florent qui fait partie de l'équipe de Corée qui est là dans le chat, qui essaie de rattraper certaines questions ou d'y répondre par écrit. Mais qu'est-ce que j'ai vu attends, j'en ai vu une. Peut-on garder les données sur son ordi avec Drive par sécurité, mais envoyer les comptes rendus via Dockorga ou vraiment pas possible? En fait, si, c'est ce que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est qu'en fait, tous les supports sont possibles, papier, ordinateur et outils numériques. Outils numériques, il faut s'assurer que c'est bien, puisque c'est pour le traitement de données de santé, c'est du traitement de données de santé. Vous les utilisez à des fins en fait de traitement, puisque vous les analysez, vous les conservez, vous faites de la gestion de soins en tant que professionnel de santé. Et donc à ce regard-là, en fait, vous devez en fait vous assurer qu'ils sont conformes en à minima en fait hébergeant des données sur un hébergeur avec les données santé. Mais vous pouvez très bien en fait en garder une copie sur votre ordinateur, si à condition que ça soit en local. Si c'est pas en local, est-ce que quels outils? Vous pouvez aussi stocker sur Dockerga, on a un outil de stockage, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, tant que ça respecte en fait les 4 piliers dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a aucun sujet. Vous pouvez garder une version en papier, sur ordinateur, sur clé USB. Même d'ailleurs, la multiplication des stockages seront totalement autorisés, même conseillés. Une question que j'ai partagée l'an dernier. Alors, Clémence, je pose la question à l'envers concernant la réglementation. Est-ce que ça veut dire que les pseudo-professionnels type coach de vie externe n'ont aucune obligation en termes de RGPD? Alors, de RGPD, si, mais de RGPD santé, non. Donc, de la surcouche dont je parlais tout à l'heure en termes de HDS, en termes de patience, c'est-à-dire obligation d'information en matière de durée de conservation, et puis sans parler évidemment en fait de RPPS, de DMP, de bascule, tout ça évidemment ils en sont complètement écartés. D'ailleurs en fait souvent les coachs parlent de clients, ils parlent même pas de patients, mais parce que c'est le bon terme, c'est des clients et ils sont même soumis en fait d'ailleurs même d'un point de vue comptable. Hein, vous êtes sur des BNC, bénéfices non commerciaux, eux ce sont des bénéfices commerciaux. Donc sur tout un tas en fait de piliers qui régissent en fait leur activité commerciale, c'est du commercial. Vous, c'est pas du commercial, c'est de l'activité libérale, même en comptabilité, en gestion d'activité et notamment de santé. Donc non, coach de vie, sophrologue, ils font que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de psychologues, mais même en fait, des psychomotriciens et médecins qui ont aussi en fait plusieurs cordes à leur arc et qui font de l'hypnothérapie, qui font de la sophrologie. C'est pas pour dénigrer ces outils, ce sont des outils extrêmement importants, mais si c'est que ça,
Non, RGPD santé, c'est pas les mêmes choses. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important ce point, puisque chez les psychologues, il y a beaucoup d'outils qui se disent être conformes à grille de données santé, mais qui font beaucoup de low cost. Nous, on se bat contre les low cost parce qu'en fait, c'est pas que c'est mal, mais ils sont adaptés en fait à des professions de bien-être, mais pas adaptés à vous, professionnels de santé. Et vous, il est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Doctolib, je sais pas si vous vous en souvenez, en avril dernier, avril de cette année, hein, a viré, entre guillemets, 5000 professionnels de santé, de médecine douce, parce que ça crée justement un énorme débat d'image, mais aussi de soins. Il y a des gens qui allaient voir leur médecin sur Doctolib et qui après donnaient toute leur confiance au fait aux professionnels recommandés et qui allaient voir un sophrologue. Et il y a eu plein de débats, plein de gros sujets comme ça dont je n'évoquerai pas parce que vous pouvez vous renseigner. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de les sortir. Et nous, en fait, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on exclut toutes ces professions, puisque en fait, on est dans les mêmes soucis en fait d'adresser un univers dans lequel en fait seuls les psychologues cliniciens, quand on parle de psychologues, mais sont avec nos psychomotes, sont avec nos orthophonistes, par souci d'image et d'utiliser les bons outils. Voilà. Donc méfiez-vous quand c'est sur du low cost, parce qu'il y a des tenants aboutissants derrière tout ça. Super, super. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup encore, Florian. S'il reste quelques questions, n'hésitez pas. Tac, tac, tac. Je vois du Drive, OneDrive. Effectivement, c'est pratique, mais non, vous avez des outils de stockage dédiés aux données de santé ou à la minima, prenez des outils clés USB, faites des copies. Ça fonctionnera tout autant, ou bien venez utiliser le stockage de Coria, évidemment. Et ouais, même nous, l'année dernière, c'était le gros sujet. La première version de Neurobase, pour justement être en règle, bah, on pouvait pas, par exemple, mettre le nom et prénom des utilisateurs. Alors là, je parle de la première version. Donc, on était obligé de retirer toute la donnée personnelle. Et donc, on stockait la donnée, mais sans que ce soit relié à une personne. Et donc après, bah, on a dû faire toute la bascule vers les hébergeurs en données de santé, etc., pour justement bah, être en conformité avec cette nouvelle RGPD santé. Et bon, c'était un gros chantier, nous, de l'année dernière. Et donc maintenant, tout est bon. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Est-ce que s'il reste quelques questions, sinon on va pouvoir eh bien, fermer cette conférence et couper aussi l'enregistrement. Donc, je vous souhaite à tous, en tout cas, une excellente journée. Merci encore, Florian, pour cette présentation. Merci Ethan, merci d'avoir invité. Avec plaisir et au plaisir de te réinviter sur un autre sujet alors. Complètement, ouais. En tout cas, ravi d'avoir ouvert le bal, comme je disais tout à l'heure, sur Tech Talk et je te souhaite bon vent avec l'organisation de ces prochains talks. Effectivement, le format, je pense, ça va être extrêmement intéressant, surtout s'il est sur une pause midi comme ça, c'est accessible à tout le monde avec un sandwich, avec quoi que ce soit. C'est un très bon format. J'espère que tu trouveras des bons interlocuteurs et des bons présentateurs pour la suite. Et j'espère avoir du coup bien honoré et bien présenté Magnifique. l'image des Clinic Talk comme introduction et comme tremplin pour toi. Voilà. Ouais, c'était vraiment parfait. Bah, on est déjà complet pour tout le mois de janvier en vrai. Donc, voilà. Bon, en tout cas, merci à tous et je vous souhaite Merci à vous tous. une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Hop.